C'est donc tout de suite la suite de notre journée sur les épaules des géants, un événement proposé par la ville du Havre, ici à la bibliothèque universitaire, mais également dans toute la ville, jusqu'à demain soir. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Un mot du programme de cette deuxième partie d'après-midi. À 16h30, nous vous proposerons un regard croisé sur la pollution lumineuse, mais tout de suite nous poursuivons notre exploration scientifique avec un regard croisé intitulé « Tout ce qui brille ». À mes côtés, 4 invités. Marcel Coquenne, bonjour. Vous êtes biologiste moléculaire et cellulaire, vous êtes chercheur CNRS au LaboCA, un laboratoire d'analyse de l'eau, et vous vous intéressez actuellement à la bioluminescence, en particulier d'un étonnant ver de terre dont vous nous parlerez dans quelques instants. À vos côtés, Christophe Guinet, bonjour. Bonjour. Alors n'hésitez pas à parler dans votre micro. Ça marche mieux. Christophe Guinet, vous êtes biologiste marin, directeur de recherche au Centre d'études biologiques de Chizé, spécialiste des mammifères marins, avec dans ce cadre, nous verrons pourquoi, un intérêt pour la bioluminescence des organismes marins. À vos côtés, Rosemarie Auclair et Anna Jakubiec. Rosemarie Auclair et Anna Jakubiec. Bonjour à toutes les deux. Rosemarie Auclair, vous êtes biologiste cellulaire et moléculaire, cofondatrice et directrice de la société Woodlight qui se propose de développer actuellement des plantes bioluminescentes. Et à votre droite, Anna Jakubiec, vous êtes pour votre part directrice R&D de Woodlight et vous êtes par ailleurs une spécialiste de biologie végétale. Donc avec vous quatre, nous allons nous intéresser à un phénomène fascinant du vivant, la bioluminescence. Il est la source d'effets visuels spectaculaires dans le film de James Cameron, Avatar, mais c'est avant tout un phénomène terrestre, tout ce qu'il y a de plus réel et qui concerne bien plus que les vers luisants de nos jardins. Comment ça marche? À quoi ça sert au sein du vivant? Mais également, ce que nous allons voir, c'est comment ça marche, à quoi ça sert au sein du vivant, mais également la façon dont les scientifiques peuvent l'exploiter pour répondre à un certain nombre de questions et comment la bioluminescence pourrait même devenir peut-être une solution pour l'éclairage. Mais donc, on va commencer par le commencement et je vais vous demander tout simplement de nous expliquer la bioluminescence, quelle est sa base moléculaire, comment ça marche. Peut-être Rosemarie Auclair. Ok. Bonjour à tous. Alors, la base de la bioluminescence, c'est une réaction biochimique entre deux molécules qui s'appellent luciférase et luciférine. Donc, luciférase, c'est l'enzyme, luciférine, c'est le substrat. La luciférase va oxyder le substrat et va avoir émission d'un photon, donc de lumière. Et cette bioluminescence se retrouve dans plusieurs organismes, comme vous l'avez évoqué, terrestres comme les vers luisants, les lucioles, si vous avez pu en voir, c'est assez magique. Et aussi pas mal dans les fonds marins. Donc c'est plutôt mes collègues qui vont pouvoir discuter de ça. Alors on va le discuter évidemment en détail à suivre. Donc c'est deux molécules qui, en réagissant l'une avec l'autre, émettent de la lumière. De la lumière, exactement. De différentes couleurs selon l'organisme. C'est ce que j'allais vous demander. Combien de couleurs environ? On a une idée de ça? Je ne suis pas experte. Alors qui veut répondre? Christophe Guinet ou Marcel Coquenne? Juste pour le milieu marin, la couleur qui domine, c'est le bleu. Pourquoi? Parce que c'est les longueurs d'onde qui se propagent le mieux dans l'eau. Mais on peut avoir aussi des émissions dans le rouge, mais c'est beaucoup plus rare. Toujours dans le milieu marin. Oui, moi, je vais parler que du milieu marin. Pour le milieu terrestre, le ver luisant des jardins, c'est plutôt vert. Terrestre, il y a tout. Ça va du bleu jusqu'au rouge. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. Et dans la mer, c'est surtout du bleu. Et moi, j'ai travaillé sur un passant qui fait du rouge et qui a donc une lampe poche, parce que personne ne peut faire du rouge. Donc lui, il a sa lampe poche rouge, il a des yeux adaptés. Il mange ce qu'il veut sans être vu. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement répandu. Est-ce qu'on peut fixer un peu quelques chiffres? Combien d'espèces sont concernées? Plutôt quelle famille d'espèces animales? Qui veut répondre? Peut-être Marcel Coquenne? Dans la mer, il y a presque tout le monde sous les 150 mètres jusqu'à 1500-2000 mètres qui fait la lumière, autour de 75%. Et c'est presque dans tous les groupes. À terre, c'est beaucoup plus restreint. Il y a à peu près 2200 lucioles, un ver luisant, 42 vers de terre, 120 champignons, 4-5 000 pattes, 3 bactéries. Mais je pense que j'ai tout eu, ce qui est connu. Maintenant, il y a plein de trucs à trouver.
Donc des champignons, alors, ce ne sont pas des plantes, hein, je crois. Non. Si je disais ça, ça serait une bêtise. Les plantes, on verra après. A priori, il n'y a pas de plantes qui naturellement fassent de la bioluminescence. Et concernant donc les espèces animales, c'est plutôt certaines familles, donc c'est plutôt les insectes. Dans le milieu marin, c'est Tout. C'est tout. Dans le milieu marin, c'est vraiment, enfin, c'est la règle, c'est pas l'exception. Ouais. Alors pourquoi, à votre avis, dans le milieu marin, c'est aussi important la bioluminescence? À déjà votre avis une question. Ah bah oui, c'est moi qui pose la question. Et c'est vous qui donnez les réponses aussi, je pense. Hein. Oui, oui. Eh ben parce que c'est l'obscurité. Donc c'est un moyen essentiel pour communiquer, pour donner des informations. Alors ça, on y reviendra, à Ouais. quoi ça sert. Hein. Mais là, vous avez déjà donné une partie de la réponse. Dans un milieu où il fait sombre, on peut avoir besoin de lumière. Sur la Terre, c'est moins vrai. Il y a tout un tas de raisons, on va y venir, pour lesquelles les animaux bioluminescent. Pas de mammifères, pas de... Non. Jusqu'à C'est maintenant. le plus bas, c'est les poissons. À terre et dans le règne animal. Oui. Alors en biologie, quand des organismes possèdent une même adaptation, une même fonction, ils peuvent l'avoir hérité d'un ancêtre commun. Avec la bioluminescence, ce n'est pas du tout le cas. Ça a été inventé un nombre innombrable de fois par l'évolution, de manière totalement indépendante. Est-ce que ça autorise à dire que c'est un phénomène complètement banal, même s'il a un côté fascinant? Est-ce que c'est une adaptation comme une autre, finalement? Oui. Je sais pas C'est très facile apparemment à faire. Ça a été pour l'instant réinventé, ils estiment autour 90 fois. Et donc on a à peu près 90 systèmes d'enzymes. On a autour d'une vingtaine de luciférines. Et donc chacun réinvente la roue. Une luciférase d'une bactérie n'a rien à faire avec celle d'un crustacé ou celle d'un poisson. Chacun réinvente. On leur donne le même nom à ces molécules parce qu'elles ont la même fonction, ou est-ce qu'au-delà de ça, elles se ressemblent quand même si elles ont été inventées indépendamment? Alors je vous vois dire non de la tête, je vous laisse répondre. Hein. Anna Jakubek peut-être. Oui, bah non, elles ne se ressemblent pas en fait. Je pense que c'est juste la facilité de terme. On a dit finalement, leur mécanisme commun, c'est que voilà, il y a deux molécules, hein, la plupart, voilà, dans ces systèmes-là. Et il y a l'émission de la lumière. C'est pour ça, voilà, Lucifer, voilà, ça vient Luciférine, de là. luciférase. Oui, Voilà, c'est ça. Ça vient, voilà, la lumière et voilà. Et après, les systèmes sont, voilà, les réactions biochimiques sont différentes, les cofacteurs sont différents. Enfin, c'est pas les mêmes réactions biochimiques. Oui. Plusieurs et même tout un tas de réactions chimiques qui sont différentes mais donnent le même résultat. Tout simplement, elles font de la lumière. Là, on Marcel devrait Coquin. être, moi je suis hollandais, donc je ne peux pas l'être, mais vous devrez être cocorico. Ces deux termes, luciférase, luciférine, ils ont été inventés par un Français qui s'appelait Raphaël Dubois, qui vivait à Lyon, et qui a eu comme premier cette idée de donner ces noms à ces enzymes et ces substrats. Donc c'est le père de la bioluminescence, c'est un Français. Très Oublié bien. en France, mais reconnu partout dans le monde. Ça. Mais ça concerne évidemment des espèces animales bien au-delà des frontières Oui. de la France. Alors, vous l'avez dit, c'est extrêmement répandu. Ça a été inventé de nombreuses fois. On peut peut-être en déduire que ça sert à plein de choses différentes. Est-ce qu'on peut essayer d'organiser un petit peu les différentes fonctions de la bioluminescence? Alors, qui se lance? Et puis après, je vous laisserai rebondir les uns sur les propos des autres. Alors, Christophe Guinet. bah, en milieu marin, c'est vraiment multiple. Déjà, une information, on va communiquer par la lumière. Alors, quelle information on transmet? C'est qui je suis, quelle espèce. Parce que, alors, pour reconnaître les différentes espèces, il y a des organes bioluminescents qu'on va appeler des photophores qui vont être disposés à des endroits différents selon les espèces de poissons, par exemple. Donc, vous allez pouvoir reconnaître, selon la position de ces photophores, dire c'est telle ou telle espèce de poisson de la famille des poissons lanternes. Par ailleurs, on va pouvoir aussi distinguer le sexe, parce qu'il y a deux photophores qui vont occuper des positions différentes. Donc vous allez reconnaître un mâle et une femelle. Et ça, c'est important quand vous êtes dans l'obscurité totale. Donc avec ça, en voyant ces... Donc ça, c'est déjà la première fonction, une des fonctions. C'est la communication intra-espèce, et des individus de la même espèce ont besoin de se rencontrer, d'échanger des informations éventuellement, et c'est à ça que ça sert. Notamment, une des fonctions, parce qu'il y en a de multiples. Oui, ça c'est la première. Ouais. Donc communiquer au sein d'une seule espèce. Voilà. C'est le cas de la luciole aussi. Exactement, attirer le partenaire. Enfin.
Et le ver luisant également, il me semble, non? Oui. Vers Louison. Alors, Monsieur Coquet, moi je Donc connais pas. la luciole, il y a la deuxième fonction qui vient. En vérité, c'est toute communication. Là, c'est communication intra-espèce. Les deux autres, c'est communication vers d'autres. Donc c'est comment je peux attraper quelque chose, c'est pour des proies. Et les autres, c'est comment je peux me défendre. Si quelqu'un m'attaque, comment je me défends. Donc c'est chaque fois, en vérité, ces trois fonctions. Et dedans, il y a des dizaines de variantes. Donc c'est toujours une forme de communication, en Oui. ce sens qu'il s'agit de rentrer en interaction avec un autre individu, d'une même espèce ou d'une autre espèce. Mais au-delà de se retrouver, il y a se défendre et chasser. Et chasser. C'est ça que vous avez dit. Et donc, par exemple, dans le ver luisant ou dans la luciole, c'est je trouve ma femelle ou mon mâle, mais j'ai dit aussi à mes prédateurs, bouffe-moi et tu verras. Parce qu'ils sont tous très toxiques. Les vers luisants sont toxiques. Oui. Alors, Donc, vous- un crapaud, une grenouille qui croque dans un ver luisant, ou il C'est- meurt, ou il recrache très vite. Ouais. donc les crapauds ont appris que un Mieux insecte pas. brillant, il vaut mieux pas aller s'y frotter. Ouais. Ouais. Donc là, c'est une communication défensive. Oui. Il y a d'autres adaptations défensives tout à fait différentes de celle-là, notamment dans le milieu marin, Christophe Guinet. Alors justement, défensif, vous êtes dans le noir total et vous percevez qu'il y a un prédateur qui s'approche de vous. Et ben, c'est comme si vous étiez dans une pièce dans l'obscurité totale, quelqu'un allume, pousse l'interrupteur, il y a un flash lumineux, vous êtes ébloui, et ce qui permet à la proie de s'échapper. Alors ça ne marche pas tout le temps, mais en règle générale, ça marche. Donc c'est vraiment le mécanisme défensif. On va envoyer un flash lumineux de très grande puissance dans les yeux du prédateur pour avoir le temps de s'échapper. Alors quand vous dites de grande puissance, parce qu'on pense évidemment un peu tous au ver luisant, des lumières un peu tamisées, un petit peu... Ah non, ça peut être vraiment très très intense. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce documentaire Océan, où il y a toute une partie sur la bioluminescence, et c'est vraiment surtout dans l'obscurité totale. Donc c'est vraiment ça a le pouvoir d'éblouir. Ça nous éblouirait, nous humains, si on le recevait dans les yeux, ce flash? Certains, oui. Certains, oui. Donc c'est vraiment très très intense. Ouais. Donc il y a ce type d'adaptation-là, la défense par éblouissement. Il y a aussi ces poissons qui se camouflent. Alors ça, c'est autre chose. Là, c'est un système défensif. Pardon. C'est ce qu'on va appeler la contre-illumination. Alors, c'est très particulier. C'est que généralement, si vous êtes un banc de poissons, la journée, il y a le soleil au-dessus, il y a le banc de poissons et un prédateur qui se déplace en dessous, et donc il va percevoir l'ombre portée par ce banc de poissons. C'est comme si vous marchiez sous un arbre avec des feuilles, vous allez percevoir l'ombre. Et bien pour contrecarrer ce phénomène, il y a des poissons qui ont des photophores sur la face abdominale et qui vont produire, mais là en continu, ce n'est pas des flashs, de la lumière au niveau d'intensité lumineuse de la zone avoisinante. Et donc c'est un peu ce que j'appelle leur cape d'invisibilité, c'est-à-dire que le prédateur qui est en dessous ne peut pas les détecter parce qu'ils se fondent dans l'ambiance lumineuse de l'endroit. Donc voilà, une autre adaptation de l'utilisation de la bioluminescence en milieu marin. Ça, c'est quel type de poisson? Alors, Est-ce qu'il y a des exemples essentiellement connus? les poissons lanternes, Ouais. les myctophidés, qui sont capables de produire ça. Donc, ce poisson avec une espèce Alors, d'excroissance comme ça, non? C'est pas celui-là? non. Alors celui-là, c'est vraiment, par contre, c'est Nemo. Nemo. Voilà. Là, on va utiliser un leurre lumineux. Vous êtes dans le noir, vous agitez cette lumière, et donc il y a des curieux qui vont s'approcher, et ils vont le payer de leur Mal- vie. Donc là, c'est la lumière. Alors, c'est pas pour attaquer, mais c'est pour attirer des Voilà. proies. Donc là, c'est le prédateur. Exactement. Ouais. Qui va attirer sa proie en utilisant un objet lumineux qui va faire bouger et qui va intriguer des poissons qui vont être attirés en se disant oula, il y a peut-être une proie à venir consommer. Parce que contrairement à ce qui se passe par rapport aux vers luisants, ces poissons qui sont bioluminescents, ils ne sont pas toxiques. Ils ont besoin de la bioluminescence pour communiquer entre eux, mais en communiquant entre eux, ils se signalent. Et donc, ils se rendent vulnérables par rapport à leurs prédateurs. Alors, Ça, la c'est toujours le dilemme. On Voilà. a toujours le dilemme. Je fais la lumière et je peux attirer mes proies, mais je me montre aussi. Donc, je suis ma même proie. Et ça, tout
toute la bioluminescence, c'est toujours ce gros dilemme. Et ça peut aller même encore plus loin. Il y a des collègues qui ont montré que, par exemple, vous avez des petits crustacés, des copépodes, et quand il y a un prédateur qui arrive, qui commence à manger ces copépodes, ils vont se mettre à produire, mais là tous en groupe, des flashs de bioluminescence. Alors, et là, c'est pas défensif, c'est pas assez puissant, mais en fait, ils sont en train de signaler aux prédateurs de leurs prédateurs que voilà, qu'il y a une proie à proximité, donc ils vont appeler le prédateur du prédateur. Donc pour eux, ça va être un mécanisme défensif. Et moi, je peux surenchérir là-dessus. Allons-y, le prédateur du prédateur du Dans prédateur. le film de David Attenborough, Life That Glows. En français, La vie... Je ne me rappelle plus le film. j'ai pas entendu en anglais non plus. La vie... Je ne me rappelle plus le nom C'est pas grave. en français. Je vous laisse poursuivre. Donc là-dedans, le caméraman a eu l'idée que la bioluminescence peut aussi servir à d'autres qui ne sont pas bioluminescents. Donc, ce qu'on a fait, on a pris une petite pieuvre, un aquarium, fait pas de lumière du tout, une crevette, pas de lumière du tout. Les deux étaient dans le même aquarium depuis 2 heures, ne se connaissaient pas, il faisait nuit noire. Et à un certain moment, on a versé des microalgues bioluminescentes dedans. Et la stupide crevette, avec ses antennes, elle a remué quelques-unes de ces microalgues qui étaient vues par la petite pieuvre et alors hop, partie dans l'estomac. Donc la pieuvre a vu le mouvement au sein lumière des autour algues des antennes. luminescentes Oui. et elle a déduit de ça qu'il y avait un animal intéressant à venir croquer. Croquer. Ouais. Donc elle a utilisé la bioluminescence de quelqu'un d'autre. Et à nouveau, c'est le danger. Fais la lumière, méfie-toi. Ouais. Alors, par rapport à ça, j'ai une anecdote à raconter, c'est que nos premiers travaux sur la bioluminescence, ils ont été financés par l'armée, en fait la marine française. Et ce qui les intéressait, c'était de savoir si, alors je travaille sur des éléphants de mer, qui sont des phoques, si lorsque ces éléphants de mer plongent pour chercher leur nourriture, est-ce qu'ils allaient produire un sillage bioluminescent derrière eux? Parce que, en fait, en se déplaçant dans l'eau, on crée une vague de pression et il y a des organismes, des bactéries qui vont être capables, lorsqu'elles perçoivent cette vague de pression, de réagir en produisant de la bioluminescence et donc de générer un sillage lumineux derrière l'objet qui se déplace. Et ce qui les intéressait, c'est est-ce que nos sous-marins pourrait être détectable par le sillage de bioluminescence qui pourrait se produire en se déplaçant dans l'eau. Alors bon, on n'allait pas mettre ça sur des sous-marins, nous on a mis ça sur nos éléphants de mer. Et en effet, dans certains cas, on arrive à détecter des sillages de bioluminescence quand les animaux traversent certaines couches de la colonne d'eau. Et sur les sous-marins, alors peut-être que même si vous avez la réponse, vous ne nous le direz pas, mais est-ce que du coup, ils laissent un sillage lumineux? Ils ont très peur de ça. Mais moi, j'ai essayé d'avoir pour un bouquin des images montées par difficile. Impossible d'avoir des images. Alors je pense que c'est surtout risqué si le sous-marin est proche de la surface et dans certaines zones de l'océan. Il faut voir qu'il y a des images satellites où depuis l'espace, vous pouvez voir des zones entières de l'océan qui sont bioluminescentes, parce qu'il y a des pullulations de ces bactéries bioluminescentes, et on arrive à les détecter par satellite. Et ça peut être énorme. C'est à peu près la moitié de la Bretagne. C'était 50 000 km². Oui, c'est des phénomènes monstrueux. Et d'ailleurs, j'allais vous demander, parce que dans nos jardins, là aussi, on pense au ver luisant, c'est quelques taches de lumière par-ci, par-là. Mais si on était sous l'eau, à je ne sais pas combien de centaines de mètres sous la surface, avec tous ces organismes qui font de la lumière, à quoi ça ressemble finalement l'océan? C'est pas tout noir, alors? Peut-être Christophe Guinet, après on parlera de vos éléphants de mer. Mais... Alors, je ne sais pas, à votre avis, il y a plus de bioluminescence en profondeur ou proche de la surface? Deuxième question pour le public. Surface, c'est dans les 100, 200 premiers mètres. Alors, qui pense que c'est plutôt près de la surface? Levez la main. Qui pense que c'est beaucoup plus profond? Alors, la réponse, Christophe Guinet? Eh bien, c'est plutôt proche de la surface. Et pourquoi? C'est simplement quantitatif, c'est qu'il y a beaucoup plus d'organismes qui vivent proche de la surface, dans les 200, 300 premiers mètres, et plus on s'enfonce dans la colonne d'eau, et moins il y a d'organismes vivants. Et on le détecte
aussi en termes de quantité de bioluminescence qu'on va détecter. Alors ça, vous allez nous expliquer avec vos éléphants de mer tout à l'heure, c'est absolument passionnant. Mais avant, je voudrais qu'on revienne un petit peu finalement en arrière sur ces questions d'adaptation, de fonction. Et je voudrais, Marcel Coquaine, que vous nous parliez des vers de terre que vous étudiez, qui là aussi ont développé une adaptation assez étonnante. Et on a un peu le temps, prenez quelques minutes pour nous raconter l'histoire de ces vers de terre. C'est quand même assez stupéfiant. D'accord. Donc, comme je disais, il y a des insectes, il y a des mille-pattes, il y a plein de bêtes à terre qui font un peu de lumière. Et il y a aussi des vers de terre. Donc, en totalité, on connaît à peu près 7000 vers de terre décrits par la science. Et il y en a 42 qui font la lumière. Et 40 de ces 42, ils le font tous d'une même façon. On prend le ver, on le triture ou on lui marche dessus. Il crache une partie de son sang. Le son à l'extérieur du corps s'allume parce que les cellules luisent. Ça fait la lumière et le ver peut s'échapper. Et les premiers vers comme ça étaient détectés derrière des cavaliers anglais qui passaient par des marais à toute berzingue et ils voyaient tous les traces des sabots s'allumer. Donc là, c'est la première description d'un ver de terre. Mais la première que vraiment quelqu'un a eu la bête dans les mains, c'était un monsieur de Fouguergue fils, il s'appelait, il vivait proche de Montélimar et il a écrit en 1780 à l'Académie des sciences. J'ai vu un lombric faire la lumière. C'était un très bon astronome, mais c'était pas une haute volée auprès de l'Académie. Donc l'Académie a fait comme s'il n'y avait rien. On l'a pas cru. On ne l'a pas vraiment cru. 15 ans après, il y avait un autre qui s'appelait De Bruguière, qui lui, c'était une sommité. Il parlait 23 langues. Il était physicien, médecin. Il faisait tout. Et il a dit, comme M. de Fleury-Fils, on a vu des lombrics faire la lumière. Là, l'Académie ne prenait plus au sérieux. Il y a des échanges de lettres qui ont tous été conservés. Mais la conclusion finale, c'était probablement que c'était des vers malades, parce qu'on savait déjà que certaines bactéries pouvaient s'allumer. On n'entend plus parler de ce ver. Donc c'était plutôt la lumière des bactéries ingérées par le ver que oui, qui la était en lumière train du de ver. pourrir, et c'était pas le ver. Donc là, à peu près 200 ans après, en 1967, Marcel Boucher, c'est monsieur ver de terre de France. Marcel, il a maintenant 87 ans, je pense. Il a creusé tous les 50 km en France pour trouver des vers de terre. Donc il en a décrit les 150 espèces. Et il a eu ce ver-là dans les mains, X fois. Mais il n'a jamais vu qu'il faisait la lumière parce qu'il fait ça le jour. Et maintenant, il y a déjà presque 10 ans, il y a une dame qui s'appelle Nathalie Malès qui se balade avec 14 grands chiens à 5 h le matin sur le bord de la Loire. Et un des chiens creuse et elle voit des traits par terre. Et donc elle se penche et elle trouve un ver. Donc 250 ans après de Flaugergue, on avait retrouvé ce ver de terre. Donc après, c'était la question, ok, ce ver-là, il fait lui-même la lumière. C'est pas comme les 40 autres qu'on l'embête, qu'il crache quelque chose. Non, là, c'est vraiment le ver qui s'allume. Et la question, c'est pourquoi il le fait. Donc on veut savoir comment il le fait, le mécanisme, la biochimie. Mais on veut surtout savoir aussi pourquoi il le fait. Et là, donc vous vous intéressez à cette question, vous la reprenez à partir de quand? Depuis quand vous étudiez cette question? Depuis maintenant 4 ans déjà qu'on essaye de répondre à cette question d'éthologie. À quoi ça sert? Ouais. Et là, cette année, on a quand même une indication assez forte. On avait, donc il y a 2 ans, on avait une musaraigne qui avait mangé et qui était morte. Donc vous avez des vers au laboratoire, dans des aquariums, des rats, des souris, tous les insectivores et tout ce qui se balade, on les attrape, on leur donne le choix entre des lombrics normales et ce ver, et on leur dit, mais mangez, allez-y. Et donc, il y a 2 ans, on avait une musaraigne qui avait mangé un ver et qui était mort. Bon, peut arriver. L'année dernière, on n'a pas pu aller parce qu'il faisait beaucoup trop sec. Cette année, on est retourné. Cette année, il faisait beaucoup trop humide. Mais on a attrapé un bon nombre de souris et tout ça. Et on a eu 3 musaraignes qui ont eu le lombric, qui l'ont mangé et qui sont morts. Le lombric qui fait de la lumière, on parle de celui-là. Le lombric Avellona, il s'appelle. Ils sont morts. Une n'a pas eu le lombric, elle n'est pas morte. Une souris a mangé aussi la Avellona et est morte. Et tous les autres souris qui ont mangé l'autre des lombrics, des vers normaux, ne sont pas morts. Donc c'était pas la souris du début. Ça commence à sentir que cette luminescence sert à dire, mais attends, ne me mange pas bon pas. là. Ouais. Donc ça, c'est un peu où on est
actuellement. Et ça répond aussi peut-être à cette chose étonnante que c'était un verre qui faisait de la lumière, y compris sous terre. Là, Oui. on se demande à quoi ça sert. Oui. Donc ça sert qu'une fois qu'on l'a déterré, et De dit... ne pas se faire manger. Et sous terre, il y a les taupes, il y a des musaraignes, ils vont dans les trous, donc ils vont le rencontrer dans la nuit absolue, ils vont trouver ce ver. Alors à ceci près que si les musaraignes le mangent, soit elles sont pas très douées, ou soit les lombrics n'ont pas été assez convaincants. C'est ça notre problème. Parce que normalement, une bête maligne, elle reconnaît, elle ne mange pas. Donc c'est ça maintenant notre truc. Les musaraignes apparemment sont tellement voraces, ils mangent, mais ils payent cher. Mais on veut avoir les autres prédateurs qui reconnaissent celui-là. Continue là, il est dangereux. Mais ça, on essaye donc avec des caméras et tout ça, parce qu'on a d'autres gros mangeurs de vers de terre, c'est les hérissons, c'est les sangliers. Donc il faut mettre un sanglier au laboratoire et voir s'il mange le ver. Vous viendrez nous raconter ça quand vous l'aurez fait. Je voudrais avec vous, Christophe Guinet, qu'on parle maintenant de vos études. Alors là, vous n'étudiez pas la bioluminescence pour la bioluminescence, mais vous l'étudiez pour les informations qu'elle donne sur le milieu marin, et vous le faites de façon un peu étonnante pour les profanes que nous sommes. Vous demandez, si j'ose dire, vous allez l'expliquer avec les mots qui conviennent, à des éléphants de mer d'aller explorer la bioluminescence des fonds marins. Racontez-nous ça. Alors oui, depuis, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille sur l'écologie des éléphants de mer. Et simultanément à l'étude de leur écologie, on s'intéresse on va utiliser ces animaux pour étudier leur environnement, et donc l'environnement marin. Alors au départ, on a commencé à mesurer la température, la salinité des océans, et là, ces dernières années, on s'intéresse essentiellement à évaluer, à mesurer la biologie des océans, c'est-à-dire tous les organismes qui vivent dans l'océan. Alors pourquoi ? Parce que c'est ce qui est le plus difficile à observer. Le phytoplancton, vous l'observez par satellite. La température, la salinité à la surface aussi, vous mesurez ça par satellite. Par contre, tout ce qui est crevettes, poissons qui vivent dans l'océan, c'est très difficile à observer. Et donc, on va équiper ces animaux d'un ensemble de capteurs qui vont nous renseigner sur la biologie des océans. Alors, au départ, c'était très simple. On utilisait des accéléromètres. Chaque fois qu'un éléphant de mer essayait de capturer une proie au cours de la plongée, on disait, ben voilà, à telle profondeur, il y a telle température, c'est là où il a essayé de capturer. Puis ensuite, on a mis en place un système de... Les éléphants de mer, ils n'ont pas de système d'écolocalisation comme les dauphins. Donc on leur a rajouté un système d'écolocalisation, un sonar qui envoie des ondes acoustiques et qui vont générer des échos qu'on va pouvoir analyser. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, 75%, c'est toi Bernard qui l'a dit, des organismes marins sont bioluminescents. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer la bioluminescence pour avoir d'autres informations sur la distribution des organismes marins dans la colonne d'eau, avoir des informations sur les variations d'abondance. Et donc on a déployé depuis 5 ans des capteurs très précis qui nous permettent de mesurer la lumière à très haute fréquence, 50 fois par seconde, à des niveaux de sensibilité extrêmement élevés. Et on s'est rendu compte qu'au cours des plongées des éléphants de mer, on en détectait énormément. Alors une partie de cette bioluminescence est associée aux tentatives de capture de proie. Mais là, c'est le mécanisme défensif dont je vous ai parlé. Mais il y a plein d'autres événements de bioluminescence qu'on va détecter où l'éléphant de mer, il n'essaye pas de se nourrir. Donc, ce n'est pas les proies des éléphants de mer, mais on sait que c'est du vivant parce que ça bouge dans la colonne d'eau. Ce n'est pas la même profondeur le jour ou la nuit. Et puis, on s'est dit, mais comment ça varie en fonction du contexte océanographique ? Où est-ce qu'il y en a plus ? Où est-ce qu'il y en a moins ? Donc, on a montré qu'il y avait d'importantes différences selon les domaines océanographiques. Et puis après, ce qu'on s'est intéressé, c'est est-ce que quand il y a plus de bioluminescence, nos prédateurs pêchent mieux ? Alors pourquoi ils pourraient pêcher mieux ? On s'est dit que la bioluminescence nous donnait une information sur la richesse biologique de la zone. Donc quand on avait plus de bioluminescence, il y avait probablement plus de proies, plus d'organismes marins, et c'est ce qu'on a trouvé, en effet, que quand il y a plus de bioluminescence dans une zone géographique, nos animaux pêchent beaucoup mieux. Par contre, la relation n'est pas précise à l'échelle de la plongée. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de bioluminescence à l'échelle d'une plongée
que notre éléphant de mer va mieux pêcher à l'échelle de cette plongée. Donc ce n'est pas la bioluminescence produite par les proies, mais c'est vraiment la bioluminescence globale de la zone qui nous renseigne sur la qualité biologique et la richesse en proies de la zone visitée par nos prédateurs à ce moment-là. Et donc non seulement ça donne des informations sur la répartition des organismes marins, mais ça donne aussi des informations en parallèle sur le comportement de l'éléphant de mer et ses stratégies de chasse. Alors oui, déjà, l'éléphant de mer va pouvoir donc évaluer la qualité de la zone et après sur ses stratégies de chasse. Alors comment, je vous ai parlé de ce microsonar, donc la question qu'on se posait, c'est comment les éléphants de mer trouvent leur proie dans l'environnement marin. Et donc au départ, on s'était dit, ils utilisent la bioluminescence pour localiser leur proie. Et on voyait en effet qu'il y avait souvent, associé aux tentatives de capture de proie, des flashs de bioluminescence. Mais on s'est posé la question, est-ce que c'est la cause ? C'est-à-dire, est-ce que l'éléphant de mer repère le flash et puis va capturer la proie après ? Ou est-ce que c'est la conséquence ? Est-ce que c'est la proie qui perçoit l'éléphant de mer et pour se défendre, va produire ce flash de bioluminescence. Et en fait, là, j'ai une étudiante qui va soutenir sa thèse dans moins de 3 semaines et qui a montré que c'était la conséquence, parce qu'on voit, grâce au sonar, l'éléphant de mer s'approcher de sa proie. La proie ne le détecte pas jusqu'aux 50 derniers centimètres, et là, elle perçoit qu'il y a quelque chose qui arrive sur elle. Alors, comment fait un éléphant de mer pour ne pas être détecté ? Il se laisse planer sur sa proie, sans nager activement. Puis à un moment, la proie perçoit l'onde de déformation provoquée par le déplacement de l'éléphant de mer, et c'est à ce moment-là qu'elle réagit en essayant de fuir, et elle produit à ce moment-là ce flash de bioluminescence. Et on sait qu'elle essaye de fuir grâce au microsonar, à l'échosondeur, qui nous permet de détecter la position de la proie par rapport à l'éléphant de mer en continu. Donc la bioluminescence, en tout cas, pour étudier les comportements des organismes, les mammifères que sont les éléphants de mer, pour étudier les organismes marins. Et avec Woodlight, Rosemary Auclair et Anna Jakubiec, vous franchissez d'une certaine manière un pas supplémentaire. C'est pas utiliser la bioluminescence pour étudier des phénomènes biologiques, c'est peut-être demain pour s'éclairer. Vous allez nous décrire ça, et peut-être, Rosemary Auclair, vous allez revenir, vous qui avez fondé cette société, Woodlight, revenir à la genèse, à l'idée de départ. Comment est-ce que cette idée de faire des plantes qui font de la lumière vous est venue ? Alors, c'est mon associé et moi-même, donc tous les deux, on est mariés femmes, tous les deux biologistes de formation, et à l'issue de nos thèses, on a fait un voyage aux États-Unis. On a visité des grandes villes comme New York, qui nous a bluffé. C'est très impressionnant, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et le mauvais sens qu'on a trouvé, c'est que c'était une ville qui est très bétonnée. En fait, il y a des immenses immeubles, on se sent très petit, pas grand-chose finalement à côté de toute cette infrastructure. Et surtout, il manque du végétal. Il n'y a pas du tout d'arbres, ou très peu. On a été au Central Park, qui est un parc qui est très connu et très publicité dans tous les films et séries qu'on peut voir. Donc on s'attendait à un truc immense, parce qu'il y a quand même 2 millions d'habitants là-bas. Et en fait, on y était, on s'est dit, bon d'accord, c'est grand, mais c'est pas immense par rapport à la densité de population. Et on s'est dit, en fait, ce constat-là, on peut le trouver à New York, certes, mais pas que. En fait, même on va déjà juste à Paris, ou dans même les villes de France, c'est très peu, ça dépend lesquelles, mais globalement, c'est très peu végétalisé. Et dans le monde entier aussi, en fait. Et on s'est dit, on est de plus en plus nombreux sur Terre, on est de plus en plus nombreux dans les villes, on adore les villes, on a besoin de ces villes pour nos vies actuelles. L'idée, c'est pas de ne plus vivre en ville, mais c'est au contraire de se dire comment on peut faire mieux, comment on peut vivre dans nos villes avec tout ce qu'elles nous apportent, mais en retrouvant ce lien avec la nature qui est complètement rompu. Comment on peut faire pour remettre du végétal dans la ville ? Et donc on s'est dit, c'est sûr que l'idée aurait pu être simple de dire on va juste mettre des plantes, mais on a aussi bien vite compris que la lumière en fait elle-même pose plein de questions et plein de problèmes. Table ronde à suivre sur ce thème d'ailleurs. Ouais, exactement. On en a besoin pour la partie sécurité. En plus, New York, c'est vraiment très particulier parce qu'on dit que c'est une ville qui ne dort jamais, et c'est vraiment ce qu'on ressent. En fait, on voit, il y a énormément de lumière tout le temps de la nuit, ça ne dort jamais.
et même partout aussi chez nous, on a des lampadaires qui nous éclairent jusqu'à 2h du matin, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà. Donc, et ça consomme plein d'énergie, pas tout n'est pas recyclable, enfin, il y a plein de problématiques écologiques et aussi au niveau de la biodiversité, évidemment. Donc tout ce que ça engendre sur les dérèglements faune et flore, les deux. Donc vous vous dites, donc on se dit, on rentre en fait, et on fait des plantes qui font de la lumière. Ouais, c'est ça. Donc remplacer en fait des spots lumineux, donc des lampadaires qui ont une puissance lumineuse très forte par des arbres qui vont émettre une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus diffuse, donc pas forcément de l'éclairage pour le coup, plutôt du balisage, donc quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus fin aussi, une longueur d'onde qui est beaucoup plus précise, donc qui va engendrer beaucoup moins de problèmes pour la faune et la flore. Et l'idée, c'est pas d'ajouter de la lumière, mais c'est de remplacer l'artificiel par une plante. Et avec tout, en ramenant en fait tous ces avantages des plantes, qui est de quand même fixer le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, et ramener de la biodiversité avec la plante, de ramener de la fraîcheur, etc., etc. Donc ça, c'est l'intention. Ça, c'est l'intention. Voilà, le rêve. Maintenant, il faut prendre La vision. des animaux qui font de la lumière. Oui. Vous allez nous dire comment, piquer la fonction et la mettre dans une plante. Alors c'est peut-être là que vous intervenez, Anna Jakubiec, puisque vous êtes la spécialiste des plantes chez Woodlight. Quel genre de plante vous avez imaginé qu'elle pourrait faire de la lumière ? Alors oui, je suis directrice scientifique de Woodlight et pas cofondatrice. J'ai rejoint l'aventure à peu près il y a 1 an et demi, donc à préciser. Et en effet, je suis spécialiste en biologie végétale. Donc l'idée, comment on fait ? On s'inspire de la nature. Donc on prend tout ce qui existe. Il y a beaucoup de systèmes de bioluminescence existants. Il n'y en a pas tant que ça qui sont bien caractérisés. Donc forcément, on va plutôt s'inspirer de ceux qui sont bien caractérisés. Et ensuite, on transfère cette capacité-là, donc la capacité de faire la réaction biochimique pour générer la luminescence chez les plantes. Et les plantes sur lesquelles on travaille, pour l'instant, on va aller vite. Donc, on travaille sur les plantes qui sont belles, mais qu'on appelle les plantes modèles, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'outils moléculaires existants et qu'on peut manipuler facilement. Il y a des plantes qu'on connaît très bien sur le plan biologique. Voilà, c'est ça. D'accord. Et en l'occurrence, quelle plante ? On travaille sur le tabac. Enfin, le tabac, on le connaît c'est pas une mauvaise pute, mais aussi, j'en ai vu au Havre, on s'est baladé. Vous avez du très beau tabac qui pousse en décoratif en face de votre mairie. C'est du Nicotiana sylvestris, donc c'est une des espèces auxquelles on s'intéresse. Elle est très belle. C'est des plantes qui peuvent pousser jusqu'à 2 mètres du haut. Elles ont de belles fleurs toutes blanches, en clochette. Voilà, c'est une des espèces auxquelles on s'intéresse. Pour ce qui est donc de la fonction de bioluminescence que vous empruntez donc à un organisme animal, cette fois-ci, là je crois que c'est un peu le secret de fabrication. Oui. Voilà, vous confirmez toutes les deux. Maintenant peut-être que 2-3 mots du principe, parce qu'on dit on prend la fonction chez tel animal, on la met dans la plante. Comment on fait concrètement ? C'est tout ce qu'on a discuté avant, on parlait de la luciférase, de la luciférine, donc en fait on donne à la plante la capacité de produire ces molécules-là. Mais donc on prend de la luciférase, on la met dans la plante, comment on fait ? Dites-nous. Oui, si on pouvait faire ça, ça a déjà été fait par le passé, mais le souci avec ça, c'est que c'est pas une solution pérenne. C'est-à-dire que ça va être éphémère. Enfin, ça va subsister un certain temps, et ensuite, après, les molécules vont s'user, donc la fonction elle sera plus là. Donc nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, on fait de la reprogrammation génétique. Donc on reprogramme la plante pour qu'elle produise ces molécules-là d'elle-même. Donc vous prenez l'ADN de l'organisme qui fait de la lumière naturellement, vous le mettez dans la plante. Oui, non, je voulais pas. Oui, c'est vous ça. Vouliez pas le dire comme ça ? Oui, en fait, on évite un petit peu de le dire comme ça parce que c'est vrai que les organismes génétiquement modifiés, ils ont une mauvaise publicité. On en mange, hein. Pas nous, hein. Non, pas nous, mais indirectement, on en mange. Les animaux, oui. Enfin, en Europe, si. Donc, il ne faudra pas fumer les feuilles de tabac lumineuses que vous êtes en train de mettre au point. Bon, c'est pas la même espèce. Non, il ne faut pas fumer le tabac que vous faites pousser à côté de votre mairie non plus. Donc oui, on fait des plantes qui sont génétiquement modifiées. Alors, et en même temps, on adapte leur métabolisme pour que justement elles fonctionnent bien, parce qu'elles ont pas cette capacité-là naturellement.
Et alors, Rosemary Auclair, on en est où? Est-ce que demain matin, je peux commander des plantes qui font de la lumière chez Woodlight? Alors pas encore, mais on a une belle avancée, on a une annonce à faire en avant-première. Vous êtes les premiers à le savoir. Nous vous écoutons. Donc on a une vidéo, ça sera encore mieux que... Ah, on peut lancer la vidéo, absolument. Avec la musique. Ah, si on peut Avec avoir la le musique. son, ça sera encore mieux. Ce matin, on avait le son. Ça, ce sont des feuilles de tabac. Donc, si j'en crois les images qu'on voit là, vous avez déjà au laboratoire des feuilles de tabac qui font de la lumière. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc on a parce qu'avant que Anna nous rejoigne il y a 1 an et demi, on avait développé des cellules de plantes lumineuses. Donc c'était l'étape vraiment tout petit, visible au microscope. Là on est à l'étape plante. Donc c'est une très très grosse avancée pour nous parce que on a nos premières plantes bioluminescentes. Là elles sont encore à la demande, donc il faut encore ajouter un élément pour qu'elles deviennent bioluminescentes. L'enjeu, c'est l'objectif final, c'est qu'elles soient autonomes, donc qu'on puisse effectivement les mettre dehors et qu'elles puissent faire de la lumière tout le temps. Donc là, on y travaille activement, on est à 2 doigts de réussir. Il nous manque évidemment encore un petit peu d'argent, À votre bon cœur, messieurs, dames. Il nous manque du temps. C'est donc toujours de le l'argent. temps, c'est ça. Il nous manque un peu de temps, il nous faut encore un peu de temps, c'est pas il nous manque, mais il nous faut un petit peu de temps, donc un peu d'argent aussi pour finaliser tout ça. Mais on est très heureux de cette grosse étape qui est vraiment un jalon majeur pour nous. Donc on va faire effectivement un appel de fonds dans les semaines à venir pour financer donc cette dernière étape de R&D. En parallèle de ça, on cherche en même temps des partenaires industriels de l'aménagement urbain ou de l'éclairage urbain qui pourraient du coup entrer dans l'aventure dès maintenant avec nous pour nous accompagner dans ces derniers développements et pour faire aussi les tests terrain avec ces premières plantes. Il faut vraiment que vous restiez à la table ronde à suivre. Je dis ça sérieusement. Enfin, on en reparlera après. Messieurs les éthologues, qu'est-ce que ça vous inspire? Christophe Guinet. Moi, j'ai plein de questions. Alors, on prendra un peu de temps pour laisser la salle poser des questions. Non, mais exactement. C'est... oui, avec les progrès de la biologie moléculaire, je trouve ça complètement incroyable. Après, ce que je me posais comme question, c'est au niveau du métabolisme de la plante, parce que ça coûte de produire de la bioluminescence. Donc, comment quelle vitamine on doit lui mettre? Comment on arrive à compenser ça et pour que, à la fois, elle puisse produire de la lumière et puis se développer, croître. Parce que toute fonction a des coûts associés. Et donc, c'est le nouvel équilibre de ces plantes, mais je trouve ça assez incroyable. Marcel Apparemment, Coquenne. les coûts sont assez moindres. C'est quelque chose comme 0,5% de la photosynthèse. Ok. Mais moi, je vois les autres problèmes. Il y a un concurrent américain qui l'ont fait à l'américaine. Et ils ont juste, des cellules ou des pétunias transgéniques à l'extérieur. Et une pétunia, ça se reproduit et ça fait n'importe quoi. Leurs plantes, eux, heureusement, le font de la bonne façon. Les plantes des Américains l'essentiel. se reproduisent. Ça ne devrait déjà pas arriver. Ils fleurissent. Ça ne devrait déjà pas arriver, hormis si c'est stérile. Et si ces plantes meurent, l'ADN peut aller dans le sol, être pris par des bactéries, On va tous balader devenir et donner à bioluminescents. d'autres plantes. Ce qui s'est passé avec le maïs de Monsanto, que le maïs il est transgénique et maintenant il y a tous les maïs proches qui sont transgéniques et même plein d'autres plantes autour qui sont transgéniques pour la résistance contre le Roundup. Bon, Donc il y a des pros et des contre. Et après il y a encore l'écologie. Qu'est-ce qui se passe si ça c'est pas un tabac mais un arbre? Qu'est-ce que vont Ça- faire ça mes fait pauvres plus petits de lumière lucioles là? encore. Ils vont aller tous vers cette grande femelle. Donc, il y a plein de questions, mais
ils sont sur la bonne route pour bien le faire. Très bien. Bah, s'il reste des questions, c'est l'essentiel. Merci Oui. à tous les quatre. Vous pouvez les applaudir. Et nous allons poursuivre une bonne dizaine de minutes avec vos questions, si vous voulez prolonger ce qui a été dit sur les différents sujets que nous avons abordés. Il y a un micro qui circule à cet effet dans la salle et il y a une question de madame au fond à ma gauche. Bonjour messieurs, dames. Merci pour votre intervention parce qu'elle est très intéressante. Mais moi aussi, je me pose la question que monsieur du milieu s'est posée. Comment une plante qui, à l'origine, effectue la photosynthèse, c'est-à-dire qui utilise la lumière, peut produire de la lumière? Certes, vous insérez des gènes venant d'un champignon, sans doute. Secret de fabrication, vous avez dit. Oui, enfin, je suppose un gène qui permet la synthèse de la luciférine, et grâce à la luciférase, vous avez production de photons, donc la plante est rendue lumineuse. Elle est rendue lumineuse alors que normalement, elle doit absorber de la lumière par la photosynthèse. Et c'est ça que je ne comprends pas au niveau métabolisme, parce que une plante chlorophyllienne effectue la photosynthèse, et là, elle ne l'effectue plus. Vous avez dit, elle l'effectue à 5% seulement. C'est pas tout à fait ça, mais on va préciser ça tout de suite. Ça, c'est assez confus. 0,5. 0,5%, c'est-à-dire elle n'est plus du tout photosynthétique. Non, c'était. Je crois que c'est. On parle de plusieurs L'énergie choses. qu'elle obtient par la photosynthèse et qu'elle continue à faire, Oui, elle en pique 0,5% pour faire la lumière. oui, c'est insignifiant. Donc, c'est rien. C'est Et on insignifiant. va. Ouais. Ouais. Et Alors, Rosemary, son métabolisme, Rosemary Auclair va pour vous la répondre. Je pense photosynthèse, que. je voulais répondre à ça. Ouais. En fait, justement, nos plantes vont être vertes. Effectivement, c'est une bonne question. La fonction principale de la plante, c'est d'absorber de la lumière. oui. Mais elle va absorber toutes les lumières sauf le vert. C'est pour ça qu'elle nous apparaît verte. Alors, Donc, on ne va pas pouvoir nous travailler, par exemple, sur du bleu. sur une radiation, Sur donc, une longueur d'onde bleue ou rouge, parce qu'elle va l'absorber tout de suite, en fait. Donc, on va avoir un spectre lumineux, enfin relativement quand même grand, mais un champ... modifié. Non, c'est-à-dire que si on veut que ça soit visible, si on veut qu'elle puisse émettre la lumière, il faut qu'elle soit de lumière verte. Sinon, elle l'absorberait, en fait. Oui. Mais ça ne la perturbe pas, en fait. Elle ne la voit pas. Voilà. Ah Et en oui. fait, Elle ne voit pas. Le vert est invisible pour les plantes. Elle ne le fixe pas. Elle ne l'absorbe et vous ne voulez pas qu'elle l'absorbe parce que j'imagine que ça parasiterait son métabolisme aussi. pas. C'est juste qu'en fait, il faut qu'on voit la lumière. Le but, c'est qu'elle émette de la lumière, en fait. Donc si on met du elle bleu, absorbe. on ne la verra pas. Parce qu'elle l'aura absorbé. Voilà. Et ça aurait encore Oui, un c'est- autre effet néfaste. Nos yeux ne voient pas de profondeur en bleu. Si vous faites une rue illuminée avec du bleu, c'est que des accidents de voiture. Et la même chose si vous faites une rue que du rouge. Donc mieux que rester dans le vert. Ça tombe très bien, le Nos yeux vert sont adaptés au vert. va pour tout. Et l'autre question, Je vous en prie. si je peux me permettre, vous avez dit que certains organismes étaient bioluminescents et donc c'était un élément de visibilité. Donc, est-ce que les prédateurs, eux, n'ont pas de photorécepteurs? C'est-à-dire, est-ce que certains prédateurs ont des photorécepteurs pour capter cette bioluminescence? Est-ce que vous en connaissez des... Alors, moi, je peux parler que des éléphants de mer, mais ce qui avait été montré dans les années 70, c'est qu'ils avaient des yeux extrêmement sensibles. C'est un peu l'équivalent des chouettes, mais en milieu sous-marin, et particulièrement sensibles dans les longueurs d'onde du bleu. Alors, ce n'est pas une exception, c'est que le bleu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la longueur d'onde qui se propage le plus loin en milieu marin. C'est pour ça que les océans, quand on les regarde, nous paraissent bleus. Et donc, probablement que les éléphants de mer utilisent les informations qu'ils perçoivent sur la bioluminescence produite, alors peut-être des fois pour localiser directement leur proie, mais plus probablement pour dire, oula, dans cette zone, il y a beaucoup de bioluminescence, donc il y a une forte activité biologique, et donc j'ai une forte probabilité de rencontrer mes proies. Oui, il n'y a pas une histoire de photorécepteurs Ce sont leurs yeux, spécifiques. autant que je Non, comprenne. non. Parce que ça existe dans d'autres Alors, systèmes. mais là, au niveau, c'est plutôt une Une sensibilité, au bleu. sensibilité. Et puis Mais une tous ces bêtes dans les grandes profondeurs, ils ont des yeux magnifiques. Nous, si on plonge dans la mer à 20-30 mètres, la lumière s'éteint. Il n'y a plus rien. Eux, ils vont jusqu'à 1500 mètres. Donc à 1500 mètres, ils voient encore, comme on dirait, le soleil.
Donc leurs yeux sont tellement plus sensibles que les nôtres, ils peuvent détecter des lumières parvenant partout. Alors, j'ai bien compris que vous aviez une troisième question, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions, et quitte à faire revenir le micro ensuite? Monsieur au premier rang. Ah, madame d'abord et monsieur ensuite. Merci. Est-ce que la température de l'eau des mers influe sur le nombre des animaux qui produisent de la lumière? Je ne saurais pas répondre, vraiment. Mais par contre, travaillant sur des éléphants de mer, on travaille essentiellement sur l'océan austral, et c'est des eaux très froides. Et on détecte énormément de bioluminescence, même peut-être un peu plus qu'en zone subtropicale, où des fois nos animaux vont, où on a beaucoup moins de bioluminescence. Elle est plus profonde. Et les flashs de bioluminescence produits par les proies sont beaucoup plus intenses que les proies qui vont rencontrer plutôt en zone antarctique. Donc là, on l'interprète plutôt pour dire que c'est des proies différentes et probablement des proies de plus grande taille capables de produire des flashs plus intenses. Mais voilà où on en est. Parce que ce qui nous manque, in fine, c'est de l'image pour dire c'est tel ou tel organisme qui produit cette bioluminescence. Et ça, on ne l'a pas encore, on y travaille, mais il va falloir encore être un peu patient. Vous allez mettre des appareils photo, pour le dire vite, sur les éléphants de mer. Exactement, mais des appareils photo intelligents, dans le sens où il y a déjà des appareils photo. Le problème, c'est que 95% des photos qui vont nous revenir, elles sont vides de tout contenu, parce qu'elles sont prises à un intervalle de temps régulier. Et bien là, on utilise la capacité du sonar à détecter une particule à une distance donnée de notre appareil, donc de l'éléphant de mer. Et on utilise cette propriété pour déclencher, nous, un flash lumineux, parce qu'on a besoin de produire de la lumière, et l'appareil photo pour caractériser l'organisme qui est devant l'animal. Et donc là, l'idée, c'est que chaque fois qu'on prend une photo, on prend une photo parce qu'il y a quelque chose devant l'animal à une distance donnée, et donc on n'a pas à se préoccuper de la netteté, de la mise au point de l'objectif. Donc on espère pouvoir caractériser ainsi tous les organismes rencontrés par les éléphants de mer au cours de leur plongée, que ce soit des proies ou pas, parce qu'il n'y a pas que les proies qui nous intéressent. Il y avait une question ici, au deuxième rang. Moi, je m'interrogeais sur le contrôle de la bioluminescence par l'animal, plutôt l'animal, du coup, j'imagine que les plantes. Comment est-ce qu'ils arrivent à déclencher, qu'est-ce qu'il y a comme adaptation physique pour arriver à contrôler cette bioluminescence? Parce que la plante, du coup, il n'y a pas une case conscience dans le déclenchement de la luminescence. Donc chez les animaux, ou est-ce que c'est que des processus inconscients voilà. Qui veut répondre? Marcel Coquenne, peut-être? Oui, donc ça c'est très varié, mais il y a plusieurs systèmes. Par exemple, si on prend les lucioles, les vers luisants, là c'est juste un influx d'oxygène. Ils ont des lanternes sur leur corps, ils ont des tubes de Malpighi, et ils ont la capacité d'ouvrir, fermer des vannes, dans un sens, qui font que l'oxygène arrive là où la réaction se fait, et comme ça la lumière s'approche. D'autres systèmes, par exemple dans les méduses, ils ont tout près la luciférase avec la luciférine déjà collée dessus, inactive, et dès qu'il y a un influx, par exemple, de calcium, parce qu'on tape sur la méduse, il y a un influx de calcium, ça se couple aussi dans ce complexe, hop, on a la lumière. Et comme ça, il y a des variations à faire fumier. Une question de monsieur au dernier rang, au milieu. C'est monsieur au dernier rang. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, les Américains ont lancé un programme comme Apollo pour la conscience. C'est un énorme congrès qui a lieu une année sur deux aux États-Unis, une année sur deux ailleurs, sur un autre continent. Et moi, je suis ce congrès depuis longtemps, et j'y suis allé une fois où ça avait lieu en Suède. Et les hypothèses qui prévalent actuellement pour expliquer la conscience, c'est que ce serait lié à des phénomènes de bioluminescence qui auraient lieu dans les microtubules des axones.
Ah. Et c'est un univers, les microtubules, les axones, c'est comme la forêt amazonienne, si vous voulez. Il y a des tas de sortes de microtubules à l'intérieur des axones. Et voilà. Donc, je n'avais pas pensé faire d'intervention, mais comme monsieur en parlait, je me suis dit que peut-être ça pourrait égayer la... Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet, l'une Donc là, on parle probablement, moi je ne connais pas l'histoire, mais je pense qu'on ne parle pas de vraiment la bioluminescence, parce que la bioluminescence, c'est vraiment une lumière qu'on voit très bien, nous. Et c'est plutôt, ils appellent ça les ultra-weak photon emission. Ouais. L'INSERM, par exemple, a aussi essayé, parce que si on a une tumeur, la tumeur, elle produit plein elle est très active, donc elle produit aussi beaucoup d'énergie et des photons. Donc l'INSERM a investi, je pense, 2 à 4 ans, beaucoup d'argent, avec des caméras très sensibles pour mettre un malade devant la caméra, et dire, ah mais la tumeur est là. Mais ça, c'était il y a, je sais pas quoi, 15-20 ans, et ça ne fonctionnait pas à ce moment-là. Entre-temps, les caméras, ils ont tellement évolué, je ne sais pas si maintenant, on peut mesurer ce type de trucs. Mais il n'y a apparemment pas d'enzyme impliquée. C'est ça la différence. La bioluminescence nécessite une enzyme. Le ultra-weak photon emission n'a pas besoin d'enzyme. Ce que je comprends, c'est qu'il y a d'autres mécanismes que ces lumière. protéines pour faire de la Ouais. lumière. Ouais. Ah oui. Encore une question, madame? Ah, on va vous donner un micro, ça sera plus facile. Effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, quel problème écologique ça pose, la bioluminescence des plantes? Est-ce que ça ne va pas diffracter partout? Est-ce qu'il y aura plein d'organismes génétiquement modifiés qui vont se développer? Voilà. Est-ce qu'on va avoir les oreilles qui font de la lumière bientôt? Rose-Marie Auclair. J'ai 2 réponses. Déjà, la lumière en elle-même, comme le dit, ne va pas perturber la flore, parce que la lumière ne sera pas visible par les plantes. Pour la faune, ça reste de la lumière. Donc des animaux nocturnes qui normalement ne devraient pas avoir de lumière, il y a quand même de la lumière. Mais comme dit, l'avantage, c'est que c'est une longueur d'onde qui est très précise, contrairement à des spots lumineux que vous avez derrière vous, qui sont un spectre hyper large, donc du bleu au rouge, et qui vont perturber tout. Parce que dans les animaux nocturnes, il y en a qui sont plus ou moins sensibles au rouge, d'autres qui sont plus ou moins sensibles au bleu, etc. etc. Donc de facto, on va de toute façon beaucoup moins perturber la faune. Après, évidemment, il faut faire des études concrètes. Pour les lucioles, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on va de toute façon faire. Ensuite, pour la partie est-ce que ça va être dans l'environnement, nous, on prévoit de stériliser ces plantes, comme on a un petit peu évoqué Marcel tout à l'heure. L'idée, c'est que ces plantes soient comme un objet, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne puissent pas se reproduire dans l'environnement. On ne veut pas refaire Avatar. En tout cas, si on veut refaire Avatar, c'est qu'on l'aura voulu, mais pas que ce soit indépendant de notre volonté. Et ensuite, je pense qu'elles seront recyclables, mais dans un cycle particulier. En fait, elles vont pas, on va pouvoir les composter, mais on va probablement pas les mettre dans le même composteur que vos ordures à vous. Mais ça reste une plante. Dès lors qu'elle meurt, la bioluminescence va ne plus fonctionner. En fait, c'est reste bioluminescence. Il faut du vivant pour que ça fonctionne. Donc dès l'instant que les plantes meurent, il n'y aura plus de bioluminescence, donc elles pourront être recyclées en fait. Alors pour finir, et peut-être juste avant, si la classe qui est en train de se lever a encore 30 secondes, j'avais envie, Marcel Coquenne, que vous reveniez en 1 minute sur l'Observatoire du ver luisant, parce que ça peut concerner tout le monde, avec un côté à la fois utile et ludique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et ça sera la conclusion? D'accord. Alors, tout le monde dit qu'il y a moins en moins de vers luisant, moins en moins de lucioles. Au début, on disait, mais non, les gens qui prennent la voiture, ils roulent, ils ne voient plus ce qui se passe à côté du bord de la route. Entre-temps, depuis 2015, qu'on a lancé l'Observatoire des vers luisants et des lucioles, on est sûr qu'il y en a de moins en moins. Donc, pour ça, on a lancé un observatoire. On demande au grand public de nous dire quand il voit des vers luisants, où ils le voient, combien ils en voient. Donc, si vous voulez nous aider, vous tapez juste Observatoire vers luisant, et dès que vous voyez un ver luisant, une luciole, vous nous lancez, de préférence avec une photo. On a tout un nouveau site qui va sortir dans les semaines à venir.
Et donc le but, c'est d'avoir ces observations, et pour l'instant, on a à peu près 100 000 observations, et de lier à, par exemple, l'agriculture bio, la présence de routes, la présence de culture de blé ou culture de patates, et de voir s'il y a des corrélations, si un verluisant préfère plutôt ça ou ça. S'il y a des arbres bioluminescents, est-ce que ça va le gêner ou ça ne va pas le gêner? Donc, ce type d'études, on peut faire, mais on ne peut que faire ça avec le grand public. Parce que moi, je ne peux pas être partout en France entre mi-mai et mi-septembre. Ce n'est pas possible. Donc, c'est que le grand public qui peut apporter ce type de données. Donc pour les biologistes en herbe, l'observatoire du ver luisant, et ça sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci. Christophe Guinet, Marcel Coquen, Rosemarie Auclair et Anna Jakubiec.